Le dernier épisode, on a reçu Samuel Montembeault sur le podcast, le goaler du Canadien de Montréal. Puis, il y a un article qui est sorti par la suite disant que il aurait peut-être dit des propos qui l'auraient mis dans le trouble. Il aurait dévoilé une blessure de Jake Allen qui n'était pas encore dévoilée sur les médias. Puis là, peut-être qu'il serait dans l'eau chaude, comme on dit. Je vous invite à aller voir l'article. Je crois que c'est plus un article pour des clics. Ça l'attire l'attention, mais rien de grave. En tout cas, on l'espère. Je ne veux pas que Sam soit dans le trouble à cause de notre épisode. Puis cette semaine, on reçoit un autre Samuel Denis. On espère pas le mettre dans le trouble lui non plus. Samuel Denis, il a fait quelque chose d'intéressant. Il est allé en voyage, puis le but du voyage, c'était aider pour manger. Donc, tant qu'il n'aidait pas quelqu'un et qu'il n'y avait pas de l'argent en retour, ben, il ne mangeait pas. Donc, ça lui a permis de développer beaucoup sa communication, d'aller vers les autres et d'aller vers l'aide qu'il pouvait apporter aux autres. On a aussi parlé de plein d'autres sujets extrêmement intéressants. On a parlé de Dieu. On a parlé du développement personnel, bien sûr. Puis on donne des trucs pour incarner un développement personnel de base selon où on est rendu dans notre vie. Donc, ça va être un très bel épisode. Je t'invite à écouter ça. Je t'invite à t'abonner, à laisser un commentaire, à laisser un like, à partager si ça t'intéresse et si tu crois que ça peut intéresser d'autres personnes. Sur ce, bon épisode. Salut Sam. Salut, Sam. Bienvenue sur le podcast. Merci d'être là. Merci de t'avoir déplacé aujourd'hui. J'étais très content parce que récemment, tu m'as contacté parce que tu es revenu au Québec. Mm. Parce qu'on va dire que tu étais 2 ans à Bali. Ça, on va en parler. Mais c'est ça, tu m'as contacté comme par hasard. Tu m'as envoyé une vidéo parce qu'on s'était côtoyé via les réseaux sociaux parce que tu étais un TikToker, tu es sur Instagram, tu es coach aussi. Euh, tu as une carrière de coach. Puis c'est ça, quand tu m'as écrit, j'étais content parce que ça a donné que je cherchais quelqu'un comme toi pour venir sur le podcast, pour parler des sujets que je veux parler avec toi. Fait que j'ai fait, ben je vais l'inviter tant qu'à ça. Je pense que c'est un petit signe de la vie qui me dit, regarde, lui, c'est un bon invité pour ce que tu veux parler. Fait que avant d'entrer dans les gros sujets, là, puis avant de discuter de ce que je veux discuter avec toi, j'aimerais ça que tu te présentes un peu pour qu'on sache à qui qu'on a affaire, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout. Fait que je te laisse te présenter, Sam. Good. Ben, moi, je m'appelle Samuel. J'ai 24 ans et 25 ans, excuse-moi. Ouais, le temps passe vite. On ne Et va pas passer, c'est ça. c'est parce que les 2 ans de voyage, là, j'ai l'impression d'avoir fait un saut dans le temps, là, comme s'il y avait une bulle. Puis OK. comme j'étais parti dans une autre dimension, puis là, je suis revenu une semaine après. Si tu penses que ça a passé trop vite ou c'est juste qu'il y a comme deux Parce que tout ce que espaces-temps? j'ai vécu a rien à voir avec la vie ici. Uh-huh. Fait que quand je suis revenu ici, c'est comme si je venais de péter une bulle. OK. Mais ouais, bah c'est ça. Fait que j'ai grandi dans le constant mouvement. Mon père est déménageait tous les ans. Fait que je me suis vite habitué au changement, mais aussi à me détacher des gens. Ça fait que j'avais beaucoup de facilité à... Personne me manquait, en fait, sauf ma copine, si j'en avais une. OK. Fait que ça, c'est une très bonne aussi chose qui m'a suivi là, tout au long de ma vie, à constamment pouvoir m'adapter au changement. Puis je suis parti en France quand j'avais 10 ans. Je suis revenu au Québec quand j'avais 19 ans. J'ai cherché une raison pour venir au Québec parce que je n'avais pas envie de rester là-bas. Je voyais pas trop d'avenir. Et fait que je suis revenu ici dans une école d'ingénieur du son. Je me suis lancé dans la musique. Ça faisait déjà 6 ans que je composais de la musique. Fait que ça a été comme quasiment une carrière ou une période de ma vie grosse passion. Et après ça, quand je suis revenu ici, j'ai comme rencontré ma mère avec mon beau-père. Et, euh, et lui, il était pas coach, mais il était quasiment coach, en tout cas dans son essence. Il s'était beaucoup avancé en développement personnel, la spiritualité l'avait sauvé, carrément. OK. Fait qu'il m'a donné un gros... c'est comme 31 CD de Tony Robbins, The Ultimate Edge. Puis il m'a dit, j'ai l'impression que t'es intéressé par la vie, par l'apprentissage. Fait comme, peut-être ça, tu vas aimer ça. Fait que j'ai commencé avec une grosse formation de Tony. J'ai fait, ben ouais, carrément, j'adore ça. Et ça résonnait beaucoup, puis ça mettait même en perspective déjà des choses que j'avais explorées avant. Fait que je me suis lancé en développement personnel. Il m'a offert une carte cadeau pour m'acheter des livres. J'ai acheté mes premiers livres quand j'avais 19 ans. Et puis là, ben, ça va faire 6 ans
que c'est une quête continue. Mais j'ai Uh-huh. pas vraiment commencé à mes 19 ans. Pour moi, j'ai commencé plus quand j'avais 7 ans. En Fait te que, détachant des gens, c'est un peu ça le début de ça, ton ça a été développement. une phase. Ben, ça a été une phase, ça a été non, continuellement, mais c'est plus des expériences de vie qui m'ont fait réfléchir. OK. Comme une fois où je me suis perdu en forêt, une fois où j'ai perdu un ami Ouais. à cause de mon attitude que ses parents n'aimaient pas. Fait que j'ai commencé à me poser des questions sur comment ça se fait que des adultes qui savent comment agir correctement et qui savent avoir un comportement qui est adapté à des situations sociales me disent pas comment moi, un enfant qui ne sait rien, qu'est-ce qui serait le mieux à faire. Hmm. Ils vont juste me rejeter et me dire je veux plus te voir, mais ils me disent pas comment, ni quoi faire, ni qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer. Fait que là, fait que je rely, je peux poser, comment dire, il faut que je me débrouille tout seul. Ouais, parce que tu te rends compte que t'es dans le tort, mais tu sais pas c'est quoi. Ouais. Ben, tu sais, t'es dans le tort, entre parenthèses, c'est selon la personne que ça rentre pas dans ses. Non, Dans mais ses- j'étais très, Ah ouais, non, ils avaient raison. ok, t'étais très commun. J'amenais la police très souvent chez moi, je faisais plein de niaiseries, j'étais un petit Christ, là, comme on Ah dit. ouais, ouais. Fait Ok, que, c'est c'était intéressant. justement avec l'approche de mon père qui était tout le temps loving, tout le temps dans l'acceptation, dans essayer de me comprendre, parce que lui, il a vécu l'opposé, de se faire battre puis tout ça, fait qu'il voulait absolument pas me faire vivre ça. Fait que, il voulait vraiment pas aller dans cette direction-là, fait qu'il était toujours dans le peaceful. Ok, Mais vu qu'il me punissait pas, fallait que moi je réfléchisse. Ça me faisait beaucoup réfléchir, parce que la punition, ça marchait pas pour moi. ok. Fait que le fait qu'il me punisse pas, mais que je vois que je lui apporte beaucoup de souffrance et que je lui coûte très cher, ça me faisait réfléchir à pourquoi je faisais tout ça et à prendre un petit peu de recul sur, OK, il n'y aurait pas peut-être quelque chose de mieux à faire ou comment je pourrais apprendre de... Hmm. En fait, ma quête, c'est un peu comment je peux être aimé, surtout. Ok, Parce que je voulais être aimé des autres, personne m'aimait vu que j'étais un petit Christ. ok. Puis, mettons, la façon que ton père s'en est pris pour t'éduquer, si on veut, est-ce que avec un pas de recul, c'est une bonne façon de faire ou ça a Mm. été une bonne façon? Ouais. Ouais. Bah, tu sais, même quand je regarde des vidéos de éducation consciente ou de relations conscientes, c'est des approches comme ce que mon père avait. Hmm. Bah, il n'y avait pas tout, mais ça, au moins, il l'avait, puis il l'avait très bien. Fait que c'était vraiment d'essayer de comprendre l'enfant, de pas fonctionner par punition, de pas... Tu sais, comme dans les cartes encore Toltec, là, de Miguel Ruiz, qui parle de domestication. Je sais pas, vas-y. Bah, domestication, c'est en gros utiliser l'amour conditionnel pour forcer des croyances ou forcer un comportement. À dire que, regarde, si tu veux être aimé, si tu veux être un bon garçon, faut que tu fasses comme ça. Parce que sinon, bah, papa, maman va pas t'aimer, ils vont pas t'accepter, ou alors tu vas pas être normal. Fait que ça, mon père, il me l'avait pas vraiment infligé. Donc, il m'a pas vraiment domestiqué dans ce sens-là. Il m'a laissé, moi, apprendre et réfléchir. Mhm. Il me laissait faire mes expériences, il me laissait grimper dans les arbres et me planter. Mais C'est il ça. était toujours là, présent, pour si jamais je revenais en pleurant. C'est comme, bon, OK, assis-toi, Il était on va en là, parler. il t'écoutait, puis il était présent pour toi, mais il te laissait faire tes erreurs, puis il te C'est laissait ça. foncer. Ça, je trouve ça magique. Puis comme tu dis, tu sais, tantôt tu dis, j'ai commencé mon développement personnel à 19 ans, mais au final, on est en constant développement personnel. C'est juste que, moi j'appelle ça développement personnel conscient. C'est qu'à un moment donné, Ouais, tu te dis, OK, là, je me développe, c'est là, ça. j'apprends sur moi, puis là, consciemment, je veux aller plus loin. Ouais. Mais veux pas, on se développe là, à 7 ans. Tu fais des expériences comme à 2 ans, comme à 19 ans, n'importe Mhm. quand. Tu sais. Euh, Moi, j'ai une question par rapport à ton enfance de petit Chris. Euh, Qu'est-ce que tu allais chercher dans ça? Parce que moi aussi, j'ai eu cette phase-là de rébellion, si on veut, puis de faire comme l'autorité, on va aller tester un peu c'est quoi. Puis... Mais je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu allais chercher là-dedans. Est-ce que tu, Mhm. avec un pas de recul aujourd'hui, tu es capable de voir un peu c'était pourquoi que tu agissais comme ça? Puis c'était quoi que tu faisais aussi, plus précisément? Tu sais, la police arrivait, mais tu pensais quoi? Ben déjà, la première question de pourquoi ou qu'est-ce que je cherchais. Il y a plusieurs théories. Tu sais, moi, je laisse ça au niveau de la théorie parce qu'au final, j'en sais rien. Mais il y aurait la possibilité que j'ai pas grandi avec ma mère. Il y avait, personnellement, j'avais une grande créativité et j'avais un grand besoin de m'amuser et d'explorer. Mais il y avait comme, je m'ennuyais, en fait. Fait que je trouvais des manières, il se trouve que les manières créatives que je trouvais de m'amuser étaient pas vraiment à l'avantage des autres.
Et que c'était juste pour moi m'amuser parce que je trouvais ça le fun. Ou parce que ça m'excitait, ou parce que ça m'amenait... je me sentais vivant, là. C'est comme un petit peu comme manger, croquer dans le jus de la vie. Là. Ok, c'est ça qui t'a rendait vivant. Ça t'a amené un... Dans les premières années, ouais. Après ça, j'ai trouvé d'autres manières plus saines de le faire. Ok. Comme la musique, par exemple. Puis y avait-tu une part d'attention que t'allais chercher avec ça? Genre, tu sais, si ta quête au départ, c'était d'être aimé, quand tu fais des mauvais coups, veux pas, on te regarde, là, on fait comme, hey... Je pense que c'était plus une frustration. Faire sortir une frustration, c'est peut-être ça, puis être vivant, mais c'est comme aussi exprimer ma frustration, ça faisait que ça restait pas pognant dedans. Et que je pense qu'il doit y avoir... Tu te libérais un peu, là. Tu faisais sortir le méchant. Ouais, puis il y avait peut-être, je sais pas, le fait d'être un leader aussi, parce que j'amenais les autres avec moi. Ah, J'encourageais les autres à faire le mauvais coup. La mauvaise influence. Ouais, ben c'est pour ça que la mère de mon ami, elle voulait plus que je le voie. Ouais. Parce qu'elle voyait bien que j'étais une mauvaise influence, puis que je m'en allais pas dans la bonne direction. Puis aujourd'hui, comment tu vois ça? Tu te sens comment par rapport à ce qui s'est passé, puis comment ça s'est passé? Ah, très bien. Je suis en paix avec ça, puis je comprends plus ou moins pourquoi je l'ai fait, mais même si je donne pas forcément de sens ou de raison pourquoi je l'ai fait, c'est un cheminement qui m'a amené là aujourd'hui. Il a fallu que je passe par là et que je fasse souffrir mon père et que je lui coûte cher et que je fasse tout un paquet de niaiseries, que j'explore le monde et que je sache c'est quoi que ça fait de faire du mal aux autres et que je le fasse aux autres aussi pour en même temps. Ça crée de l'empathie, ça crée plus de conscience sur c'est quoi d'être un être humain sur une planète avec d'autres êtres humains. Et que j'ai été dans le cas où je faisais du mal aux autres, puis j'ai été dans le cas quand je suis arrivé en France où les autres me faisaient du mal, fait que j'ai vécu les deux. Fait qu'au final, j'ai une bonne compréhension de pourquoi on souffre. Fait qu'au final, tout ça a du sens pour qui tu es aujourd'hui. Ouais. Tu serais pas ce que tu es sans avoir passé par là. Veux pas. Comme n'importe quoi dans la vie, chaque expérience nous bâtit d'une façon ou d'une autre. Puis là, t'as rencontré ta mère pour la première fois, t'avais quel âge? Bah, pas mal ça, 7 ans. Ok. C'est mon père, il me disait qu'elle était pas prête pour nous prendre ou nous prendre en charge. Et de mes 7 ans à mes 10 ans, je la voyais une fois par mois. Fait que j'apprenais à la connaître. Mais après ça, mon père a rencontré une femme française qui l'a suivi en France. Fait qu'il nous a emmenés en France. Fait que là, pendant 9 ans, je l'ai pas vu. Ok. Fait que j'ai vraiment appris à la connaître à mes 19 ans quand je suis revenu ici. Parce que quand je suis revenu ici, déjà, j'ai pris un billet d'avion au hasard, juste parce que c'était le moins cher. Et il se trouve que j'arrivais à minuit 10 le jour de son anniversaire. Sans être au courant de Je suis ça. comme, oh, bon anniversaire, surprise, cadeau. Mais c'était pas vraiment prévu. Ok. Et fait qu'elle m'a dit, gars, si tu reviens au Québec, t'es obligé de revenir chez moi. Mais c'était un obligé gentil, là. Ouais. Mais dans pas le de sens menace. où c'était comme, ça faisait du sens aussi pour moi, parce que j'avais aucun point de repère ni nulle part où aller. Ok. Et que je lui 7 ans, 10 ans, puis 19 ans. Puis le fait que, comme tu as dit tantôt, tu as un peu manqué de ta mère quand tu étais jeune. Puis là, tu l'as côtoyé un peu, mais après, tu as coupé les ponts, veux pas. Qu'est-ce que ça l'a amené dans ta vie, ça? T'as-tu exploré ça un peu? Je l'ai exploré et j'avais vraiment l'impression d'être en paix avec ça. Ouais. En tout cas, de ce que je peux avoir accès avec ma conscience. Ouais. Parce que même quand j'étais tout petit, ça me frustrait pas, ça me fâchait pas, ça me rendait pas triste de penser à ma mère. C'était juste, je comprenais, à mon niveau de compréhension à cet âge-là, qu'elle était pas prête et que c'était pas dans des conditions favorables. Tu comprenais ça, ce phénomène-là, là, qu'elle est pas prête pour moi? Je comprends consciemment que c'est comme, c'est pas de ma faute, tu sais. Parce que souvent, on met ça sur nous, là. Pourquoi elle me veut pas, tu sais? Qu'est-ce qui fait que... Non, je l'ai vraiment pas pris comme ça. C'était vraiment juste... Ouais, je sais pas. C'était la manière que mon père l'a approché, ça faisait du sens pour moi. Puis mon père, il faisait un peu les deux rôles de toute manière. Là. C'est pas le bonhomme super masculin. Là. Il est très dans ses émotions. Il est super ouvert. Fait qu'il faisait un peu ma mère, il faisait un peu le père. Wow. Fait que, bon, c'est sûr que ça a eu un impact et ça a créé un manque que de pas avoir une mère. Ouais. T'as-tu eu des mommies issues, mettons?
pense Avec pas. tes copines, tu es capable de te détacher des autres, mais les copines, il y a peut-être de quoi qui était plus fort, je sais pas. Ben, les copines, c'est les seules personnes qui me manquaient. Dans le sens où, parce que je l'aimais, tu sais, c'est la raison pourquoi j'étais avec une femme. Fait que, mais sinon, non, j'avais pas du tout d'attachement pour personne. Mais ça n'a pas créé des problèmes en relation. Ok. C'est, je sais pas. C'est peut-être aussi pour ça que mon langage de l'amour, c'est le toucher. Peut-être parce que j'ai pas eu assez de contact de la maman. Mais de toute façon, enfin, je pense pas que ça ait eu des conséquences qui ont comme eu un effet négatif dans mes interactions. Uh-huh. Ça, c'est bon. Ça n'a pas été un problème, tu sais, c'est pas, j'ai pas de trauma, j'ai pas de... C'est ça. Ben, selon ce que tu Ouais. me dis, ton père a très bien joué son rôle, veut pas, côté masculin et féminin. Mm. Fait que ça a peut-être aidé justement dans cette expérience-là. Veut pas. Mm. Puis là, dans le fond, toi, t'es un voyageur depuis longtemps. Tu sais, t'as soit déménagé souvent, mais t'es allé en France aussi jeune. Puis là, tu reviens tout juste de Bali. T'es allé là pendant 2 ans, que tu me disais. J'ai vécu 1 an à Bali, mais quand je suis parti d'ici, c'était en 2021. Je suis parti en France d'abord. Après, je suis allé en Suisse. Incroyable, la Suisse. Après, je suis allé au Népal. Népal, je suis resté 5 mois au pied de l'Himalaya. Après, je suis allé au Cambodge. Et après, je suis allé à Bali. Là, je suis resté vivre à Bali pendant 1 an. OK. Puis c'était quoi l'intention derrière ce voyage-là? Suivre mon intuition. Ah ouais? Mm. Ça avait rien de logique, ça avait rien de rationnel que de partir. J'avais une super job, j'étais bien payé, j'avais une voiture, j'avais ma copine, j'avais un appart, j'avais tout ce qu'il me fallait, j'avais mon studio pour faire mes vidéos, pour tout ça au Québec. Et déjà, la situation du pays, moi, ça m'intéresse pas de rester dans ces conditions-là. Et j'avais comme ce call à juste être au service des autres. À me faire à temps plein, là, je vais, pendant aussi longtemps qu'il faut, si je veux manger, il faut que j'aide quelqu'un. Oh! OK. Fait que c'était vraiment partir avec un backsack et comme un peu comme un monk, un peu comme un moine. Fait que j'étais vraiment juste, je vivais au service des autres. Donc, t'as laissé ta job, ton appart, ta copine, que ça fait de... Tu l'as laissé Ben, aussi? il a fallu qu'on se quitte, ouais. OK. Puis tout ça pour vivre l'expérience qui t'appelait. Mm. Tu sentais que tu devais faire ça. Ouais. Puis les conditions actuelles, quand tu parles de conditions actuelles, c'était comme la pandémie Ouais. pendant ce temps-là, 2021. OK, fait que suivre ton instinct, le call de ton âme, si on veut, c'était de partir en voyage puis d'aller aider ton prochain. Ouais. Ben, on peut aussi aller vivre dans un monde où tu sais, le COVID n'existait pas au Népal. Là. Personne n'en parlait, il n'y avait aucune limitation. On faisait juste vivre, on avait des activités sociales, on s'amusait. Puis... Ouais. Fait que c'était aussi d'être... je voulais connecter avec des gens. Fait que le Népal et Bali, ça a été incroyable pour ça. Parce que c'est comme plein de gens spirituels ou dans leur quête personnelle de partout dans le monde qui vont dans ce genre de lieu-là. Fait que tout le monde que tu rencontres, c'est des rencontres incroyables. OK, fait que t'allais genre dans les auberges jeunesse, si on veut. Dans des places comme ça. Ben non, justement, c'est quand je suis arrivé au Népal, après 2 semaines, c'est là où je suis allé à Vipassana. J'en ai entendu parler, puis je connaissais rien de ça, et j'ai comme, ah ouais, une retraite de silence pendant 10 jours, où tu peux pas parler, tu peux pas regarder les gens, tu peux pas écrire, tu peux pas prendre de notes, tu peux pas rien faire, autre que méditer. 10 heures par jour, 11 heures par jour. Ça, c'est... J'ai comme, je suis sûr que je serais incapable de faire ça. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Tu l'as fait au complet? Ouais. 10 heures par jour pendant 10 jours 11 à heures par méditer. jour, ouais. 11 à 12 heures par ça, jour. c'est quelque chose honnêtement qui m'intéresse. J'ai fait une petite retraite. Je pense que je t'en avais parlé justement. Je t'avais demandé des conseils. Là. Mais 10 jours, c'est 10 jours. Hein? Comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Parce que je me disais, c'est juste 10 jours. Là. Ouais. Parce que tu sais, moi, 10 jours assis dans ma chambre, 10 heures par jour, assis sur mon ordi à éditer des vidéos ou à apprendre des choses, aucun problème. Mais 10 jours à être assis dans une salle où tu entends juste des criquets. En plus, au Népal, il y a un genre de criquet qui fait un bruit strident. C'est une note très précise. C'est pas comme des... Okay. Ça bouge pas, là. C'est comme une note. Hyper strident, hyper fort. Et au lever du soleil, il y a différentes heures. Fait que ça te pète dans les oreilles. En tout cas. Et puis juste pratiquer l'équanimité. Tu sais, de rester neutre et d'observer
les sensations du corps et le changement constant de l'univers. Pendant 10 jours, ouais, c'était... au 3e jour, 4e jour, j'ai comme... Ah ouais, ok, c'est long, 10 jours, en fait. Ouais, ben c'est ça. C'est beaucoup. Comment que ça se passe, mettons, là, que tu te remets dans ton expérience, là, la première journée? J'ai l'impression, mettons, que la première journée, ce serait la plus... là que tu t'adaptes le plus, mais je sais pas, moi, ça serait la plus facile, selon moi. Parce que Bah, tu découvres. Tu découvres, c'est ça. Tout est nouveau, tu fais, Mm. OK, c'est le fun, il y a un son là, on est... Là, tu regardes personne. T'as pas le droit de Mais regarder ça, je le personne. savais pas, je l'ai appris après. Tu l'as pris à tes Fait que dépens? moi, je regardais le monde, mais personne ne me regardait, tout le monde regardait à terre. Fait que j'ai comme, ils sont tous dépressifs. Mais moi, je savais pas, mais oui, dans les règles, faudrait pas regarder les autres. Ouais. Mm. C'est comme vraiment tu te sens sur toi-même, là. C'est un retour à la Ben ouais, source. c'est ça le but. Puis comment ça s'est passé, mettons? Première journée, deuxième journée, troisième journée, c'est où que c'était tough, c'est où que c'était le fun? Qu'est-ce que t'as appris de ça aussi? Ben, tu sais, déjà, à la fin, ma conclusion, c'était que t'aurais pas... Si j'avais un choix entre faire 5 ans d'études de psychologie ou faire 10 jours de Vipassana, j'ai l'impression que j'en tire quasiment autant avec 10 jours de Vipassana, en termes d'expérience, mais pas de connaissance. OK. Fait que bon, moi, le fait que j'ai la connaissance plus l'expérience, j'ai comme, wow, ok, c'est cool. Tout Parce que là, arrivait... tout se connecte dans ma Exact, tête. t'arrivais déjà là avec un bagage de Mhm. connaissances. Tu savais un peu à quoi t'attendre. Non. Non? T'avais-tu déjà médité avant? Avais-tu déjà exploré ça? Fois de temps en temps, Ok. 5 minutes par-ci par-là. Ah ouais, mais pas des... Jamais pendant 1 heure ou pendant 2 heures. OK. Mais j'ai comme l'impression que t'as pas besoin de préparation. C'est peut-être mieux, mais la seule préparation pour moi qu'il faudrait vraiment avoir, c'est d'être en contact avec ton corps, écouter ton corps. Parce que, tu sais, eux, ils te disent de ne pas bouger, de pratiquer l'équanimité, de toujours rester still pendant au moins 1 heure. Il y a 3 heures par jour où il faut vraiment pas que tu bouges. Ils disent 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure. Ils poussent vraiment le fait de pratiquer l'équanimité, d'avoir aucune réaction sur aucune de tes sensations, zéro mouvement. Mais le reste, tu peux t'ajuster, tu peux bouger un peu, tu peux aller prendre une petite marge de 2 minutes si jamais t'as trop mal. Mais parce que t'es assis, je pensais par terre sur un coussin. ouais. Là. Fait que, Il y a un coussin, t'es assis et puis tu bouges pas, t'es en lotus. Ouais. Mal de dos, mettons, ça devait être... Ouais, ben c'est ça, c'est l'affaire d'écouter son corps, c'est d'être capable de distinguer quel genre de douleur j'ai. Parce qu'il y a des douleurs musculaires, il y a des douleurs de tendons, il y a des douleurs aux os, il y a des douleurs... il y a plein de différents types de douleurs. Fait que quand c'est une douleur musculaire, je suis comme, OK, ça, je peux l'ignorer. Ça fait très mal, c'est inconfortable, mais ça va pas me créer aucun dommage. Mais une douleur de tendon qui commence à s'étirer et qui pourrait éventuellement fissurer ou casser, c'est déjà arrivé. Ça fait très mal et ça porte préjudice à ta bonne santé, fait que t'as pas envie d'aller là. OK. Fait que t'apprends à voir d'où vient ma sensation, d'où vient mon mal, pour voir si c'est vraiment un danger ou pas. Ben, pour moi, ce serait mieux d'être déjà préparé à ça un minimum. Parce que eux, ils disent vraiment ne pas bouger, mais ils te disent pas que, attention, si tu as un certain type de douleur qui peut être dangereux, bouge. Genre, faut pas être stupide non plus. Ouais. Okay. Mais, fait c'était... Pour moi, c'était vraiment l'intégration à travers ces 10 jours-là du changement. C'est cette loi de l'univers que tout change. Quand je comprends vraiment que tout change, c'est beaucoup plus facile de vivre mes émotions. C'est beaucoup plus facile de tomber dans des petites déprimes ou dans des tempêtes émotionnelles ou de faire face à des difficultés de la vie parce que je sais que tout change. C'est pas je sais à propos du fait que tout change, c'est je sais que tout change. Vu que je sais que tout change, je m'attache pas à rien. Je m'attache pas au bonheur, aux bonnes sensations, ni aux sensations désagréables parce que je sais que dans tous les cas, ça change. Fait que c'est vraiment une pratique de vivre dans le moment présent. Puis ce que tu fais le plus, si tu veux vraiment bien faire Vipassana et que ça se passe bien, tu vis dans le moment présent. Parce que sinon, c'est très, très, très long. Puis si je dis, OK, là, ça fait 3 jours, il me reste 7 jours, et puis à chaque minute, je suis en train de penser il reste 6 jours et 8 heures, et il reste 6 jours et 7 heures. C'est comme... Ça finit pas, là. Puis après, tu penses à tout ce que tu vas faire après, puis tout ce que tu es en train de manquer, puis tout ce que tu pourrais faire, que là, tu peux plus faire parce que tu es en train de fucking méditer, puis... C'est vraiment d'être dans le moment présent, dans l'acceptation totale que là, ce qui se passe, c'est rien. Puis d'être en paix avec ça, et d'être comme minute par minute, juste, OK, j'observe. J'observe. Fait, il y a une douleur, je l'observe, mais on fait rien avec. Puis éventuellement, on part toute seule, puis il y en a qui partent pas toutes seules, on appelle ça des sankaras. Après, parce qu'ils t'éduquent aussi tous les soirs, tu as 1 heure de formation de Goenka,
Esengwenka, qui est il partage les enseignements de Bouddha fondamentaux. Et c'est super, super bon et intéressant ce qu'il partage. Parce que là, tu fais le lien avec ce que tu as fait dans le jour, puis l'enseignement qui t'enseigne. C'est ça qui est cool, c'est qu'ils te font passer à travers toute la méditation. Et le soir, après, il te dit, bon, jour 1, tu as fait ça, tu as vécu ça, tu as passé à travers ça. Et voici ce qui est bon à comprendre. Et il raconte des histoires de Bouddha et des choses de compréhension. Et fait que là, tu intègres la connaissance depuis l'expérience. Fait que ça rentre. Mais si tu avais expliqué tout avant, ça t'aurait créé des attentes, ça t'aurait créé, tu t'aurais été dans ta tête. Fait que je trouve ça super intéressant, cette approche à... Tu vis ton expérience et après, il t'enseigne ce que tu as vécu et pourquoi tu as vécu ça et qu'est-ce qui s'est passé. C'est quelle journée qui a été la plus difficile? Personnellement, je me suis donné le challenge au jour 7 parce que tu sais, il parle équanimité, anicca. Anicca, c'est le changement constant. Équanimité, c'est de toujours juste observer sans réagir, donc de ne pas réagir. C'est vraiment au jour 7 où je me suis dit, OK, ça fait 7 jours que je l'entends 15 fois par jour, ou même une centaine de fois par jour, équanimité, anicca. Peut-être que ce qu'il dit est vrai, on va aller tester ça. Parce qu'il explique que les douleurs que tu ressens, c'est des sankharas. Et les sankharas, c'est toutes les réactions que tu as eues dans ta vie qui sont restées en toi. Les réactions dans le sens où si j'ai rejeté quelque chose ou si je me suis attaché à quelque chose, tu crées un sankhara. C'est comme des points énergétiques qui sont activés, mettons? C'est même dans ta tête, c'est un genre de conditionnement axé sur la non-acceptation de ce qui s'est passé. Donc, si par exemple, j'ai pas vécu beaucoup de bonheur dans ma vie et que pour une raison quelconque, là, je commence à vivre une grosse période de bonheur pendant quelques semaines, c'est tellement bien, ça fait tellement du bien, c'est tellement cool que je vais me dire, mais en fait, c'était de la grosse merde ce que je vivais avant. Je vais me mettre à rejeter ça et je vais m'attacher au bonheur parce que lui, il est tellement agréable, il faut qu'il reste avec moi. Il faut absolument qu'il reste avec moi. Fait que là, ça, c'est ce que Bouddha explique comme le cycle de la souffrance. Fait que là, vu que je suis attaché au bonheur et que je rejette le malheur, tu sais, anicca, tout change dans la vie, ça va forcément changer, ça va forcément fluctuer. Donc, il y aura des jours où je vais commencer à me sentir mal. Fait que là, ça va me rappeler toute cette souffrance du passé que j'ai rejetée. Fait que là, je vais commencer à rejeter ça et je vais m'attacher encore plus à mon bonheur. Mais vu que j'ai pas vraiment de contrôle là-dessus encore, peut-être, ça dépend de notre niveau de développement, mais souvent, on n'a pas de contrôle là-dessus. Fait qu'on, tu sais, tu vas vivre cette période dépressive, mais en la rejetant sans l'accepter, fait que tu vas encore plus en souffrir et tu vas penser que c'est à cause de la déprime si tu souffres, mais c'est à cause du fait que toi, tu la rejettes si tu souffres. Fait que là, tu fais des mauvaises conclusions, tu penses que c'est la déprime qui te fait souffrir, fait que là, tu t'attaches encore plus au bonheur. Fait que là, quand le bonheur revient, t'es « Oh, enfin, je suis libéré! » Fait que là, c'est comme une confirmation en plus dans ton système de croyances mal structuré, mal établi, que la déprime, elle me fait souffrir, le bonheur, il me fait du bien. Et fait que là, tu renforces avec des biais de confirmation ton cycle de souffrance et puis tu te crées de plus en plus de sankhara et de plus en plus lourd. Et en tout cas, fait que ça, c'est un exemple de sankhara, c'est rejeter quelque chose ou s'attacher à quelque chose, ce qui fait que tu ne vis pas dans le moment présent et tu n'acceptes pas ce qui se passe. Donc, ils expliquent que ces sankharas-là, ils vont souvent faire surface pendant la méditation comme des douleurs, comme des inconforts. Et moi, j'avais un point, comme un doigt, là, comme si tu me pesais sur le dos, en haut à droite de mon dos. Et juste à droite. Je suis comme, pourquoi pas à gauche aussi? Au moins que ce soit balancé. Mais c'était juste à droite, dans le milieu du dos, à une place que je sais pas quoi faire avec. Fait que j'essayais tout le temps de bouger. Et des fois je méditais vraiment comme de côté, comme ça. Ouais, Et j'étais comme ça pendant 1 heure parce que c'était une position qui mettait un petit peu moins de poids sur mon muscle. Mais c'est une douleur musculaire. Fait qu'au 7e jour, pour revenir à ça, je me suis dit, OK, on va mettre en pratique ce qu'ils disent. Et je vais vraiment ne pas bouger. Faire un peu comme Bouddha. Il racontait aussi l'histoire de Bouddha que quand il s'est assis au pied de son arbre, là, il s'est dit « Je bougerai pas tant si longtemps que je suis illuminé ». Ça il a pris comme 40 jours, je pense. 40 jours de... C'est ça. En tout cas, fait que je me suis posé le matin et j'ai commencé à méditer sans réagir. Évidemment, la douleur a commencé à monter après 10-15 minutes. Je suis comme « OK, anicca, ça va changer. Si je réagis pas, l'univers doit fonctionner par les lois, donc doit faire que les choses changent. Fait que si je n'y réagis pas, si mon cerveau ne s'attache pas ou ne rejette pas, parce que le rejet, c'est une forme d'attachement, mais juste à l'opposé,
alors ça doit partir. T'sais, les choses qui restent dans notre vie, c'est les choses qu'on garde avec nous. Sinon, la vie peut pas garder quoi que ce soit. C'est le changement. Tout doit changer. Fait que j'ai mis à prendre tic et je l'observais pendant 30 minutes. Un petit point. Là, puis je bougeais pas, je réagissais pas. Puis je continuais de faire le scan parce qu'on fait on fait un scan corporel. Je pars de la tête, visage, le dos, le devant, puis tout ça. Après 1 heure, j'ai encore le maudit point dans le dos. Mais je l'accepte. Regarde, il va devenir mon ami. Il faut quasiment que je lui donne un prénom. Rendu là. Après 1 heure et demie, encore là. Puis, d'habitude, tu as le droit à une pause après 1 heure. Mais moi, je suis resté là. Je bouge pas tant aussi longtemps que j'ai le point. Puis, ça l'amplifiait-tu ou c'était stable? Ça restait... Ben, ça s'est amplifié jusqu'au point où c'était quasiment insupportable. Puis c'est resté stable dans l'insupportable. OK. Fait que je continue. Puis ça a pris... Tu sais, on ferme les yeux et tout ça, fait que je peux pas savoir le temps, mais il y a comme une genre de musique où il fait un peu des mantras 10 minutes avant la fin. Et je pense que c'était juste à peine 5 minutes avant la fin. Donc après pas mal 1h45, le point a commencé à se dissiper. Puis à comme, je sais pas, peut-être 1h55, j'avais plus de douleur. Oh ouais. Et là, juste pour le fun, j'étais comme, ah ouais. Parce que là, tu sais, on a un bloc de 2 heures, après on a une pause manger, puis après on a un bloc de 4 heures, mais divisé par 1 heure, 1 heure, 1 heure. Et fait que là, on était dans ce bloc de 4 heures là. Fait que là, à la 2e heure, j'étais comme, OK, j'ai le droit à une pause, mais je vais pas faire de pause. On va voir jusqu'où on peut pousser ça. Est-ce que c'est juste par magie ou juste une phase puis ça va revenir? Ouais, ou... c'est ça. Puis là, j'ai comme, OK, c'est cool, j'ai plus de douleur. Fait que là, je continue. Puis je continue 1 heure de plus. Fait que je suis resté 3 heures sans bouger. Je suis comme, toujours rien. Puis je me sens bien, puis je suis juste assis, puis la paix. Je suis comme, tabarouette, c'est donc bien cool. OK. Et depuis ce moment-là, depuis que le point est parti, depuis que j'ai vraiment mis en pratique et que j'ai arrêté de réagir, j'ai plus jamais eu mal. Ah ouais. Les 3 jours d'après, je m'asseyais pendant 2 heures, aucun problème, je bougeais pas, je restais même plus longtemps, je faisais plus mes pauses, je suis bien assis comme ça. Puis comment t'expliques ce phénomène-là de faire disparaître une douleur comme ça? Ben, Goenka explique que les Sankaras, même, tu peux aller voir ça dans plein d'autres enseignements. Don Miguel Ruiz, dans son livre Les 4 accords toltèques, il parle des croyances, il va parler aussi de les mensonges, par exemple. Plus dans le 5e accord toltèque, son autre livre, il parle que le doute, c'est autant la porte de l'enfer que la porte du paradis. Si tu doutes la vérité, tu t'ouvres la porte de l'enfer. Si tu doutes les mensonges, tu t'ouvres la porte au paradis. Et le paradis, pour lui, c'est quelque chose que tu vis maintenant. Mm-hmm. Et donc, il expliquait qu'un mensonge ne peut pas rester en toi si tu lui donnes plus l'énergie, si tu t'y attaches pas. Puisque ça n'existe pas, c'est quelque chose que tu crées et que tu gardes, ça n'a aucun autre choix que de disparaître. Et seule la vérité va rester. Si tu doutes de tout, mais d'une manière intelligente, tu vas éventuellement finir par faire face par voir que la vérité est gardée en toi que la vérité. D'où le fait d'ouvrir la porte au paradis. Parce que la vérité, c'est de set you free. Tu vas pas souffrir, tu vas arrêter de souffrir. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé, et c'est un petit peu ce que Goenka aussi explique avec les Sankaras, qu'on les assoiffe. Et vu que les attachements et que les rejets et tout ça, c'est une forme d'ignorance, c'est parce qu'on comprend pas comment la vie fonctionne, on s'attache à des choses qui n'existent pas, on s'invente des choses, on s'invente des mensonges, on s'attache à des illusions, et puis on réagit émotionnellement, puis on se crée des réactions émotionnelles par rapport à ces illusions-là, donc on les garde en nous, mais une fois que tu arrêtes de les nourrir, une fois que tu leur donnes plus d'énergie, une fois que tu les laisses juste exister, mais sans interagir avec, elles ont aucun autre choix que de partir. Elles finissent par s'assoiffer et par mourir de faim, mourir de soif, peu importe comment tu veux le voir. Uh-huh. Et Parce qu'à la base, c'est nous qui est nourris. C'est toi qui est nourri à force de les garder actifs. Puis là, le fait de plus mettre ben, tu les laisses vivre. Est-ce que tu mets ton attention dessus ou tu fais juste l'observer, tu le laisses être, puis finalement, un jour, il se dissipe? Ben, pour moi, je pense que c'est mieux d'en prendre conscience. Donc, d'être capable de mettre son attention dessus et d'aller développer un petit peu toutes les subtilités de la différence entre observer versus réagir. Parce que tu peux réagir d'une manière très subtile, mais qui donne encore de l'énergie. Mais c'est juste que si j'en prends pas conscience, je sais pas si je suis en réaction, si je suis en observation ou en acceptation.
Fait que c'est bon de pratiquer les observations et de savoir tout ce qui se passe. Puis après, une fois que je l'observe, c'est là d'aller pratiquer des observations de qu'est-ce que je fais avec mon observation. Mhm. Et ça peut être très subtil, des fois, des mécanismes là, d'attachement ou de rejet. Mais ouais, c'est aller trouver cette subtilité, cette distinction-là qui te permettent de comprendre quand est-ce que tu es en train de réagir versus juste observer. Mais ouais, c'est juste... S'il fallait parler de Dieu ou de l'univers, si Dieu ou l'univers devait avoir une qualité, ce serait de allowance. Il permet tout. C'est pour ça qu'on parle de... Beaucoup de gens vont définir Dieu comme l'amour inconditionnel, parce que l'amour inconditionnel, c'est ce qui permet tout. Et quand tu te bases de ça pour comprendre aussi les concepts de Dieu, ce voyage de 2 ans-là, il m'a beaucoup guéri l'idée que j'avais de Dieu. Maintenant, Dieu, c'est plus du tout une affaire religieuse. C'est juste cette énergie en tout. Mais et donc, cette énergie-là, ben, elle va pas te faire quoi que ce soit, tout comme elle va pas t'empêcher de faire quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, mais regarde, Dieu m'a puni parce que, regarde, mon enfant est mort » ou je sais pas. C'est une mauvaise compréhension de ce qu'est Dieu. Parce que Dieu, il fait rien. C'est toi qui fais quelque chose avec l'énergie de la vie. Et ça, c'est comme cette énergie-là, elle a la qualité d'amour inconditionnel qui permet tout. Fait que quand toi, tu médites et tu fais Vipassana, tu t'entraînes à intégrer en toi cette qualité d'amour inconditionnel, de juste observer, d'accepter et de laisser tout vivre. Après, tu fais juste rediriger ton attention et ton énergie vers ce que toi tu veux. Mais tout le reste, c'est vraiment comme ton livre de la vie, de comment la vie est, c'est d'y rajouter la case « ça a le droit d'exister ». Tout a le droit d'exister. Parce que si dans mon livre de la vie mentale, il y a des choses qui n'ont pas le droit d'exister ou qui ne devraient pas exister, ben, je vais souffrir de que je vais y faire face. Mais si j'intègre que je comprends que tout a le droit d'exister, mais je vais arrêter de donner de l'énergie et de nourrir des choses que je ne veux pas qui existent, qui est différent de rejeter quelque chose ou de le punir ou de... Ben, là, pour moi, j'avance pas mal plus vers une vision du monde et une construction d'un monde plus sain. Tu l'as fait combien de fois, Vipassana? Tu l'as fait une fois? J'ai fait une fois complet en étudiant. Je l'ai fait une fois en serveur. En serveur. Parce que c'est complètement sous donation là-bas. Fait que t'as les étudiants et t'as les anciens étudiants qui peuvent revenir, mais qui, eux, sont serveurs dans le sens où ils vont être là pour ceux qui ont des difficultés ou ceux qui ont des questions, parce que t'es pas censé parler, mais quand même, tu sais, c'est pas une prison non plus. Ils te donnent à manger. Fait qu'il y a les serveurs qui, eux, vont aller faire à manger et t'offrir à manger. Fait qu'ils, souvent, ils partent de la méditation 30 minutes avant, ou il y en a qui sont dans la cuisine, en dépendant des rôles. Fait que tu peux être serveur et aller juste permettre aux étudiants d'avoir une bonne expérience. OK. Fait que t'as fait serveur, puis t'as fait une fois en Ouais, étudiant. j'ai fait au Népal étudiant et j'ai fait à Bali serveur. OK. Puis quand tu l'as fait étudiant, tu disais que tu venais d'arriver quasiment au Népal. Ouais, ça faisait 2 semaines. 2 semaines. Comment s'est passé, mettons, ton voyage? Là? Tu disais que pour manger, il fallait que tu serves quelqu'un. C'est comment que ça se passait? Qu'est-ce que tu faisais au quotidien, mettons? Bah, déjà, arrivé au Népal, j'ai lancé ce que j'appelais le serveur VIP, un groupe VIP. C'est un genre de serveur Discord que je donnais accès sous un membership. Donc, les gens pouvaient s'abonner et payer 20 € par mois et ils avaient accès à tout ce que j'avais appris, tout ce que j'enseignais. Est-ce que tu avais, avant de partir, là, je te coupe, là, mais t'avais-tu une base de... T'étais-tu déjà un peu un enseignant? Est-ce que tu enseignais, est-ce que tu accompagnais des gens avant de partir dans ce voyage-là? Ouais, je le faisais. C'était pas mon focus, dans le sens où quand quelqu'un venait et qui me disait « j'ai besoin de ton accompagnement pour 3 mois », j'étais comme « ok, je suis disponible et je peux le faire ». Mais c'est pas forcément quelque chose que je poussais à faire. Moi, ce qui m'intéressait plus, c'était justement enseigner, faire des conférences, faire des formations. Donc, le coaching, c'est un aspect qui est plus venu à moi, mais c'est pas quelque chose que je cherchais forcément à développer. Ou alors, quand je cherchais à le développer, c'était pour acquérir des compétences qu'après, je pouvais ramener dans... Bah, c'est des interactions avec d'autres personnes qui me ramenaient aussi plus d'expérience sur des différents contextes, différentes problématiques que les gens ont, que je peux après utiliser pour mieux comprendre comment expliquer des choses. Ouais. Puis, Mais pas, je sais pas pour toi, mais moi, la plupart du temps, quand je coach quelqu'un, j'en sors plus grand de ma séance. C'est comme du donnant-donnant. Tu gagnes. Puis c'est malade. Il me paye.
je le coach, j'améliore sa situation, mais moi-même, j'améliore la mienne, puis je comprends des choses, puis je me développe. Ah ouais. Ça me fait capoter, là. Et quelque part, il te paye pour que tu deviennes toi un meilleur coach pour la prochaine personne. Fait que Ouais, lui, c'est puis comme s'il investissait dans le bonheur de l'autre personne que tu vas coacher après. un meilleur coach, mais un meilleur humain aussi, tu sais, parce que des fois, ça, Mm. on dit qu'on attire les gens qui nous ressemblent, veut pas. Donc, lorsque je coach quelqu'un, ben, sa problématique peut ressembler à une problématique que j'ai eue puis que j'ai pas 100% éclairée, ou une problématique actuelle que, en l'accompagnant, parce que quand, en tant que coach, je suis neutre à 100%, tu sais, je ne vais pas dans mes croyances, je ne vais pas dans des conseils, je fais juste vraiment accompagner dans ses schèmes de pensée à lui puis dans sa façon de réagir pour qu'il s'en libère ou que ça aille mieux, qu'il réagisse mieux. Mm. Fait qu'en étant 100% neutre, ben, je suis 100% neutre dans ma situation aussi, dans ce que ça peut me déclencher. Fait que je m'observe aussi, puis je fais comme, OK, je travaille lui, mais ses prises de conscience à lui deviennent mes prises de conscience parfois. Je trouve ça magique. Ça m'épate. Une de mes premières clientes qui m'avait... c'est la première qui avait payé comme full directement, qui me dit, je suis all-in. C'était aussi une personne qui avait tellement d'anxiété que je pouvais rien faire parce que l'idée du changement, ça crée trop d'anxiété. Tout comme rester dans sa vie, ça crée trop d'anxiété. Puis moi, je n'étais pas un expert en anxiété, fait que je pouvais pas vraiment l'aider là-dessus. Mais elle voulait quand même que je l'accompagne. Je suis comme, OK, après comme quelques appels, je sais pas comment t'aider parce que là, c'est trop intense. Fait que c'est limite si on était en team ensemble pour essayer de comprendre l'anxiété et comprendre c'est quoi qui fonctionnait dans sa vie. Et au final, c'était juste qu'on va revenir aux bases. Les bases du développement, estime de soi, sentiment de sécurité. On va travailler là-dessus. Donne-toi de l'attention bienveillante. Donne-toi des ressources. C'est juste retravailler sur les bases. Et juste ça a pris, je pense, 2 semaines. Et elle avait commencé à faire ses premières étapes, à sortir de sa zone de confort et faire des choses sans que je la pousse à rien faire. C'est elle qui me disait, hey, j'ai réussi à faire ça. Puis, hey, je suis rendu là. Je suis comme, oh ouais, wow, c'est incroyable. Ouais. Puis, fait que c'était vraiment. C'est bon ce que tu dis là, de revenir aux bases. Mm. Tu sais, de comme, attends une minute, là, on est. Parce que des fois, tu sais, il y a tellement d'informations, l'information est partout, que là, des fois, tu as une problématique depuis longtemps que tu n'as pas réglée. Là, tu t'en prends conscience avec l'information que tu as pu avoir dans les livres, puis sur le web et tout. Puis là, tu fais, bon, ben mon problème, c'est ça. Puis là, tu vois des vidéos, puis là, ils te parlent de tout ça, mais c'est tellement complexe que finalement, c'est pas ça que tu as besoin, tu sais. Moi, dans ma tête, à moi, là, c'est pas supposé être compliqué. Il faut garder ça simple, puis bâtir avec simplicité. Si tu es dans un concept ou dans une situation, puis que la façon de t'en sortir, c'est compliqué, puis tu comprends pas, puis c'est comme vraiment, c'est abstrait pour toi, ben c'est que t'es pas à la bonne place, puis il faut que tu reviennes un peu, comme tu dis, aux bases, puis faire comme, OK, sécurité, estime de soi, commence à bâtir ça, puis vas-y à la plus base, puis commence à bâtir. Puis là, tu vas vraiment développer, puis te développer, puis... Tu vois, ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. La structure de connaissances et de développement personnel. Et parce que il y a beaucoup de... un manque de distinction, un manque de discernement, je trouve, dans ce que beaucoup de personnes approchent. Puis même des coachs ou même des psychologues ou plein de personnes qui font des vidéos éducatrices là-dessus, ils peuvent pas tout dire. Donc, tu sais, quand tu as 2 minutes pour parler, tu peux pas tout expliquer à la personne que si t'es à tel endroit, ça marche pas, mais si t'es comme ça marche pas. Il faut être ici. Fait que surtout que l'attention est... C'est de développer le discernement. Ça m'intéresse parce que c'est... faut savoir où on est. Mais quand tu revisites toujours les bases, au moins tu t'assures que si ça c'est fait, si tu n'es plus dans le monde de survie, alors tu peux te permettre de pratiquer du développement personnel et d'aller plus vers une forme de développement ou d'avancement ou même d'épanouissement. Mais ça, c'est Paul Simard que je vais voir tout à l'heure justement qui me l'avait... je l'ai appris à travers sa formation. Où il expliquait les 3 mondes psychologiques, donc le monde de survie, le monde de développement et le monde d'épanouissement. Juste ça m'a tellement aidé à mieux comprendre comment se développer. Et aussi, comme, pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui, peu importe ce qu'ils font, dans le développement personnel, ça marche pas? Parce qu'ils sont juste pas rendus là. Ils sont dans un monde de survie. Et le monde de survie, le but, c'est survivre. Fait que même des concepts de développement et d'objectifs, tout ça, c'est quasiment obsolète. Parce qu'ils ont des choses à faire avant. Ils ont besoin de sentir que demain, ils vont pas mourir avant de penser à un objectif dans 10 ans. Fait que cette structure de connaissances-là, ça m'intéresse beaucoup. Puis c'est le docteur Paul Simard qui t'a initié à ça un peu dans sa formation. On le salue d'ailleurs.
D'ailleurs, je pense Paul, il m'a amené beaucoup de discernement sur comment utiliser sainement la connaissance. Et la structurer et savoir qu'il y a des connaissances qui ne s'appliquent pas dans certains contextes et qui ne s'appliquent pas pour certains niveaux de développement. Et que des fois, c'est comme un... Tu sais, pour moi, la connaissance, ça devrait être jamais vu comme un objectif ou comme ce que je dois atteindre tout de suite maintenant, mais juste comme une intention d'aller vers ou comme un point de repère sur ce qui est possible. Tu sais, comme je vais souvent me servir des enseignements de Bouddha, qui sont des enseignements d'illumination de niveau extrême qu'on va peut-être jamais atteindre dans notre vie, d'amour inconditionnel, de compassion, tout ça, comme point de repère sur vers quoi j'ai envie d'avancer, tout en acceptant que je suis pas là. Mais c'est pas je suis censé vivre dans l'amour inconditionnel aujourd'hui. C'est juste que je sais que la vérité, c'est ça, et que donc tout ce que je suis en train de vivre maintenant vient d'une illusion ou vient d'une croyance, et c'est OK. C'est rien de mal à avoir des illusions, des croyances et de vivre dans le mensonge. Ça fait partie de la game d'être humain. Mais je le vois pas comme quelque chose, j'utiliserai jamais l'amour inconditionnel ou le développement personnel ou le fait que tu peux choisir tes croyances ou tes pensées et tout ça comme un outil pour invalider ce que je suis en train de vivre. Et c'est ce que je vois beaucoup de gens qui font, et c'est pour ça qu'ils ont peut-être de la difficulté dans leur développement personnel, parce qu'ils invalident leur réalité personnelle du moment avec leur connaissance. Est-ce que tu peux expliquer ça un peu, qui invalide leur C'est situation, que leur moment de vie? là où tu es rendu, ton paradigme actuel, il dépend de... Ton paradigme, c'est ton ensemble de croyances qui définit comment tu vas agir subconsciemment ou automatiquement et qu'est-ce qui va aussi déterminer tes résultats dans ta vie. Ton paradigme, c'est pas ton cerveau conscient. Tu peux savoir plein de choses consciemment, mais encore vivre comme un enfant de 5 ans. Tu peux être très mature consciemment et encore avoir tellement d'anxiété ou d'inconfort où tu peux vivre dans la survie. Ton système nerveux peut être constamment comme en réaction et en hyper-vigilance, alors que consciemment, tu as lu des livres sur Bouddha et tout ça. Fait qu'il peut y avoir un gros décalage entre ta connaissance et ta réalité. Ta réalité, si tu veux vraiment pouvoir la voir en face, tu regardes tes résultats. Peu importe ce que je sais dans ma tête, c'est les résultats qui vont me dire ce que je suis vraiment en train de mettre en pratique. Fait que c'est là que ça permet un peu de briser les mensonges et les illusions de ce que je pense que je suis et puis mon identité que je me suis forgée par rapport à ma connaissance et comment j'utilise la connaissance pour invalider ma réalité, parce que la réalité, c'est ma réalité. C'est ce qui me prouve que je suis en train d'agir et d'avoir certaines choses en moi. Et ça, c'est détaché de ce que je connais. Donc la connaissance n'est rien si on ne l'intègre pas, si on l'applique pas dans nos vies. Je dirais pas qu'elle est rien, mais c'est un point de repère sur vers où je peux aller. Mais au final, si je connais plein de choses, mais j'applique pas, puis je processe pas cette information-là, mais je la connais, je la sais. Tu sais, un peu, mettons, le système scolaire, j'ai l'impression qu'il est un peu basé sur la connaissance, le par cœur. Tu as beau avoir eu un 100% dans ton examen, si 3 mois après, tu te souviens plus de l'information, la connaissance que tu as eue à ce moment-là, elle sert à rien. Tu l'as pas intégrée, tu n'as pas compris. Tu as mis une information dans ta tête pendant un certain nombre de temps. Fait que j'ai l'impression que c'est lorsqu'on se met à process la connaissance. T'sais. Comme lis un livre sans jamais te poser de questions sur ce que tu lis, fais juste lire, puis lis l'information, tu comprendras rien du livre. Mais dès que tu prends une page de livre ou deux, puis là, tu te poses des questions sur ce que tu as lu, là, tu t'intègres, là, tu comprends les choses, puis tu commences à builder un peu tes perceptions différemment, tes croyances différemment, puis c'est là que les résultats dans ta vie viennent. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que je dis que la connaissance est rien si tu fais rien avec. Tu as beau l'avoir dans ton esprit, si tu l'appliques pas ou tu la processes pas, ça reste un peu du vent. Attention, parce qu'il y a des gens qui peuvent se sentir coupables après parce qu'ils font pas quelque chose de leur connaissance. Et c'est peut-être juste qu'ils sont pas rendus à un endroit dans leur vie où ils sont capables de mettre la connaissance en pratique. Fait qu'encore une fois, la connaissance peut leur servir de point de repère sur ce qui est possible pour eux d'éventuellement vivre un jour. Mais s'ils la mettent pas en pratique, c'est bon. C'est sûr, si tu essayes, tu vas le savoir si tu peux ou pas. Si tu n'essayes pas, tu peux pas savoir. Mais c'est juste des fois, c'est peut-être que la personne ne le met pas en pratique parce que c'est
c'est pas ce qui résonne avec elle en ce moment et c'est pas forcément ce qu'elle a besoin en ce moment. Fait que c'est peut-être juste aussi une invitation à te rediriger vers d'autres connaissances, d'autres outils de développement qui peut peut-être être... Tu sais, encore une fois, si tu es en train de lire sur Bouddha, tu lis sur l'épanouissement. Tu n'es peut-être pas rendu là, fait que peut-être que tu peux essayer de lire sur du développement personnel. Et s'il y a toujours des choses que tu mets pas en pratique plus ou moins naturellement ou qui viennent pas vraiment chercher des choses en toi, c'est peut-être parce qu'il faut que tu reviennes dans la survie. Là, faut que tu ailles suivre une formation de Polymore, faut que tu ailles suivre des vidéos de ce genre de personnes-là qui sont plus sur une approche humaniste, une approche de compassion, une approche de vraiment t'autoriser à vivre ta souffrance et développer des réflexes de santé mentale Mhm. avant d'aller vers un développement. Mhm. Ouais. Ça, c'est une belle parenthèse. Tout ça pour dire que qu'est-ce qu'on dit avant, c'est que tu avais ben, pas un fanbase, mais des gens qui te suivaient avant de partir dans ton voyage, ce qui faisait que là, tu pouvais distribuer tes enseignements à ces personnes-là. Oui, ben, c'est ça, ce groupe VIP que j'ai renommé très récemment pour la Toltec Université. OK. Puis c'est ces gens-là qui permettaient de financer ton voyage un peu. Là, Ben, ça finançait pas vraiment parce que j'avais. Ben, ça me faisait un support. Parce que j'avais pas forcément beaucoup de personnes qui avaient rejoint, vu que c'était aussi tout nouveau. Je l'avais lancé quand j'étais au Népal. Et quand j'étais au Népal, mes vidéos touchaient plus beaucoup de monde parce que Instagram et TikTok envoyaient mes vidéos aux gens qui habitaient à Népal, au Népal. C'est vrai. Fait que ça marchait plus trop. Mais ça me faisait quand même... Déjà, le fait juste avoir une personne ou deux personnes qui étaient intéressées et qui voulaient apprendre, moi, c'était tout ce dont j'avais besoin pour continuer. Et il y a une personne qui est restée depuis le début, depuis mes premières vidéos où j'ai commencé à faire une promotion. Il a joint et il est encore là aujourd'hui. Et tu vois, c'est ce genre de personne-là qui est comme... Peu importe où je suis dans ma vie, je sais que quelque part, j'ai une responsabilité et même une envie de continuer de me développer et d'apprendre et de partager parce que il y en a un qui est là et qui sait qu'il y a de la valeur, que j'ai des choses à partager et qui le voit et qui continue de me supporter par rapport à ça. Fait que, il y avait eu des vagues, là, des fois il y avait plus de personnes, des fois moins. Mais c'est pas ça qui me permettait de vivre. Fait que, il y avait... déjà au début, j'avais mes réserves. Donc j'avais un petit peu d'économie. Il y avait le groupe après que j'ai lancé. C'est arrivé que j'ai des coachings à droite à gauche. Après, je pense que c'était au bout d'1 an de voyage. Là, j'ai commencé à éditer des vidéos. Et donc là, j'éditais des vidéos en ligne. Et quand je suis arrivé à Bali, c'est vraiment là où il y a eu un switch. Parce que j'ai décidé d'arrêter ce que je faisais en ligne. Mais sans arrêter de faire ça. C'était juste, j'arrêtais de faire des vidéos et de vraiment pousser les vidéos pour essayer d'en vivre. Je faisais juste des vidéos si j'en avais envie. Mm-hmm. Et j'ai fait le switch à faire des événements à Bali. Et là, ça a été des événements directement locaux. Et ça a été Là, j'ai vu que je m'étais aligné. Parce Ah, qu'avant, c'est comme il y avait un gros struggle à avoir des résultats et ça marchait pas aussi bien que ce que je voulais. Et dès que j'ai arrêté, que je me suis réaligné à faire des événements en face des gens, à vraiment comme partager ma passion, mais à interagir avec les autres, c'est là où tout le monde offre. C'est comme ça a explosé, ça a hyper bien marché. Je faisais 6 événements par semaine à Bali. J'étais avec un des gros restaurants qui organisait des événements à Bali. Je faisais des cercles Toltec. On faisait des movie nights aussi, mais des wisdom movie nights. Donc, c'est tous les films qui ont eu un profond impact dans ma vie, que j'ai appris des choses. Fait que je leur montrais le film. Je faisais un petit intro, un petit speech au début. Je montrais le film. Et à la fin du film, on avait un cercle de paroles et d'échanges sur ce qu'on avait appris du film. Et c'était incroyable. J'étais payé à manger du popcorn avec les autres. C'était vraiment cool. Fait que la transition à faire des événements, c'est vraiment aussi ce qui m'a réaligné sur ce que j'ai vraiment envie de faire, qui est de communiquer avec des gens, parler avec des gens, voir ce qui se passe dans leur tête, comprendre là où il y a peut-être de manque de clarté et tout ça. Avoir de leur vécu, partager de mon vécu. Fait que ça m'a beaucoup aidé à avoir de la clarté aussi sur ce qui résonne le plus avec moi. Il y avait une phrase que Don Miguel Ruiz avait écrite dans son livre quand il parlait de notre don de communiquer, d'utiliser des symboles, qu'on était comme une espèce unique à être capable d'utiliser des symboles comme ça pour partager une expérience de vie. Les autres animaux, ils partagent des sons, tout ça, ils s'attirent, ils se repoussent, mais ils peuvent pas dire hey, hier, je suis parti à la plage, puis il y avait une fille là, qui était vraiment comme là, puis l'arbre était vert brillant. Ils peuvent pas faire ça. Ou alors ils le font par télépathie, on le sait pas, mais... c'est ça, j'allais dire. Mais, fait que c'est vraiment... Moi, je trouvais que ça faisait énormément de sens ce qu'il disait. Ça résonnait beaucoup dans cette idée que s'il fallait qu'il y ait un but de la vie pour un être humain,
et qu'on combine ça avec notre cadeau plus ou moins unique que d'utiliser des symboles et de partager des expériences, j'étais comme arrivé à la conclusion que vivre des expériences de la manière la plus authentique et personnelle possible, pousser ça au max et partager mes expériences avec d'autres personnes pour enrichir ensemble peut-être notre champ de compréhension de ce que c'est d'être un être humain, ça faisait beaucoup de sens sur s'il fallait donner un sens à ma vie. Mhm. Vivre des expériences, le partager avec des humains. Utiliser notre cadeau de communication Mhm. de la bonne manière, pour se nourrir ensemble et se supporter et s'enrichir en expérience. Puis ça, c'était un des shifts que j'ai expérimenté à Bali. Bon, c'est une belle prise de conscience puis un gros shift dans ta vie quand même, pas énorme, mais il y a comme eu une redirection de distribution Ouais. de la façon que tu le distribues. Puis là, tu dis que tu t'es senti aligné, fait que tu l'as ressenti en toi que c'était la bonne chose à faire. Ouais. Ça, c'est vraiment nice. Toi, t'as eu cette période où peut-être qu'il y avait des choses que tu faisais et que ça marchait pas trop, puis t'as fait un petit switch d'une approche, puis comme tout d'un coup, tout se débloque? Ben moi, c'est constamment ça, mon progrès dans ma vie, tu sais. Une redirection Ouais, constante? je redirige sans arrêt jusqu'à trouver, ok, là, je sens que je suis dans une bonne voie, puis là, maintenant, il y a une redirection encore plus précise qui fait que OK. ça a été ça depuis toujours, tu sais, depuis longtemps, je sais que je veux avoir une entreprise, je veux être en affaires, mais quelle entreprise, puis qu'est-ce que je veux faire, tu sais, Ouais. puis quand t'es jeune, moi, en tout cas, j'étais beaucoup influençable, fait que j'étais influencé par ce que je consommais sur le web, mais par mes amis, par ma famille, Ouais. par, ok, là, pour faire de l'argent, il faut faire ça marche pas, puis mais là, plus je faisais des essais, moi, c'était vraiment dans l'essai, dans l'erreur, entre guillemets, là, tu sais, ok, je vais démarrer cette business-là, j'en ai démarré des business, des idées de projets, des sites web, ok, je commence à faire quelque chose, puis là, je sens que ça me colle pas, tu sais. Fait que là, je fais, ok, là, ça colle pas, mais à chaque fois que je sentais que ça collait pas, puis que j'arrivais à un point où que ça fonctionnait pas, il y avait une révélation, comme. J'avais une autre sortie. Ce qui faisait que ça marchait pas, c'est parce que je voyais que c'est plus Ouais. ça, tu sais. Mais sans vraiment changer complètement, c'était tout le temps vers une amélioration de ce que je faisais, tu sais. Les sites web que j'ai fait pour les autres business, veux pas, ça m'a aidé à faire mes sites web aujourd'hui pour l'académie, tu sais. Puis toutes les expériences que j'ai vécues à travers ça m'ont aidé à me développer, moi, mon sens des affaires ou ma confiance en moi ou ma communication, puis tout ça, tu sais. Fait que je vois ça comme un chemin qui était nécessaire à passer. Fait que Mais t'as su donner du sens à tous exact. tes essais-erreurs. À chaque fois, je trouve le sens de tout ça. Tu sais, au début, avant de devenir coach, j'étudiais pour devenir courtier hypothécaire. Tu sais. OK. Puis j'ai fait le cours, j'ai quasiment terminé. Mais ce que je cherchais dans ça, parce que je faisais le cours de courtier, mais j'avais Bifocus en sideline. Je faisais, je vais faire des vidéos, puis ça serait cool qu'un moment donné, je puisse aider des gens, puis tout en sideline. Parce que dans ma tête, une sécurité, c'était un job plus standard, tu sais. Mais malgré tout, courtier hypothécaire, c'est pas si standard parce qu'après, il faut que tu ailles créer ta base de clients, il faut que tu ailles développer ton cercle, il faut que toi-même, tu développes ta business parce que tu es travailleur autonome, tu sais. Je me suis dit, c'est quoi la différence entre ça puis un coach travailleur autonome qui développe ses clients, qui crée un cercle de personnes? Fait que pourquoi pas juste mettre mon énergie dans ce que je fais déjà de mon temps libre puis que ça devienne ma job, tu sais. Ça a été un gros move parce que c'est pas commun comme emploi, mettons. C'est pas. Mais c'est ça, c'est des redirections qui ont fait. Quand je l'ai fait, j'ai fait c'est ça qu'il faut que je fasse. T'sais. Mais veux pas, ce que je faisais comme courtier hypothécaire, je le faisais dans le but d'aider une personne. J'ai dit si je suis capable d'aider une personne à acheter une maison puis avoir du financement, ça va me combler. Ouais. Mais... Tu pars toujours de cette fondation d'être au service des autres. Exact. Moi, je voulais contribuer, c'est comment je peux contribuer. Puis là, en faisant du coaching, ça me fait triper parce que j'accompagne la personne à réaliser ses objectifs, ses rêves, puis d'être bien dans sa vie, tu sais. Fait que je suis un peu un courtier du développement personnel, si on veut. OK. Mais ouais, c'est ça. J'ai eu aussi des redirections là, dans ma vie sans cesse. Puis je pense qu'il faut avoir ces redirections-là. Puis il faut pas avoir peur d'avancer vers quelque chose qui, tu sais, oui, on doute, mais c'est soit que tu restes dans le doute sans fin, puis te poser des questions, ou aller vivre l'expérience, puis comprendre qu'est-ce que cette expérience-là a à t'apporter, tu sais. Parce que si t'es poussé, pas vers quelque chose, même si tu sens pas qu'à 100% que c'est ça,
Mais si t'es poussé à le faire, c'est que t'as quelque chose à apprendre de ça, tu sais. Ouais. Puis là, rendu là, tu vas mieux comprendre ta vie, tu sais. Mais c'est pas en essayant de comprendre tout ton chemin que là, OK, là, je comprends où je m'en vais à 100%, là, j'y vais. Mhm. Selon moi, ça marche pas comme ça, tu sais. Faut que t'avances pas à pas, puis que tu fasses ton expérience selon ce que tu vis, tu sais. Ça vient toucher une fondation. Moi, je cherche tout le temps les fondations. Parce que c'est à partir des fondations qu'après tu vas trouver toutes les différentes manières d'appliquer la connaissance dans différents contextes. Mhm. Parce que sinon, si tu apprends une connaissance sans apprendre la fondation, après tu vas avoir la même fondation de cette connaissance-là dans un autre contexte, mais tu vas pas reconnaître la fondation, fait que tu vas avoir l'impression de réapprendre. Et quand tu trouves la fondation, après tu vois partout où est-ce que ça va se rejoindre. Mhm. Et ce qui m'a vraiment fait comprendre ça, c'était en relation. Quand quelqu'un me demandait, mais comment est-ce que je fais pour savoir si c'est toi? Mhm. Comment je fais pour savoir s'il y aurait pas, si les résistances qui sont en moi, c'est parce que ça me dit qu'il faudrait pas, ou ça me dit parce que j'ai des croyances, ou parce que j'ai fait des mauvaises conclusions. Si c'est toi la bonne personne, mettons, c'est ça? Du moment, là, en tout cas. Ouais. Pas, on sait jamais, mais c'était vraiment cette idée que si tu te lances et que tu t'investis à 100% dans la relation, ce qui pour moi, ce serait un petit peu, dans mes propres mots, idiot que de faire autre chose que de t'investir à 100% dans ta relation actuelle. Parce que sinon, ben, c'est une perte de temps, une perte d'énergie. Mais on pourra en parler. Mais si je m'investis à 100% dans la relation actuelle, même si c'est pas la femme de ma vie, ou peu importe, ou s'isoler, je sais pas, mais c'est là où je vois vraiment où j'en suis rendu dans la relation. Et quand je dis m'investir à 100%, je dis pas m'investir dans la théorie du 100%. Je dis tout ce que je ressens, que j'ai envie de faire, ou envie d'exprimer, ou envie de partager, je le fais à 100%. Mais je ne vais pas aller m'inventer un feeling. Je ne vais pas aller pousser quelque chose plus loin. Tu vis l'expérience qui se passe. C'est ça. Tu crées, tu forces pas les choses. Tout ce qui est disponible en moi, je le vis à 100% et je le partage à 100%. Et c'est comme ça, et c'est en essayant aussi de pousser ça un petit peu, mais d'une manière saine, en fonction de ce que je ressens qui est bon à faire, que je vais découvrir si j'ai des croyances, des résistances, ou s'il y a des choses que j'aime pas, ou s'il y a des choses qui ne sont pas adaptées. Si je m'investis à 100% et que je vois que ça me prend l'énergie, ça me met en dehors de... Il y a des incohérences, il y a des choses que je ressens qui feel pas right. Mm-hmm. Plus je suis investi à 100% à quelque chose qui feel pas right, plus je sais que c'est pas ça. Parce que plus ce qui feel pas right va grossir et me dire « Hey, c'est vraiment pas ça. » C'est ça. Mais si je fais juste mettre 1% là, il y aura peut-être un 0,1% de feel pas right, puis je sais pas, c'est pas clair. Ça fait du sens. J'aime ça. Ouais. C'est un petit peu comme, on pourrait dire, si tu vas sur la route. T'es en moto, à ne jamais faire, mais on va dire que tu roules en moto sans casque. Tu vas pas savoir si c'est pas right si tu roules à 10 km/h. Mais si tu roules à 150, la moindre petite mouche va te perforer le crâne. Là, tu vas savoir que c'est pas right de rouler sans casque. Fait que c'est évident, plus t'es investi et plus t'es à fond dans quelque chose, plus c'est évident de si c'est vraiment ça ou pas. Et en plus tes résistances intérieures aussi vont faire surface. C'est ça. Il y a comme deux aspects qu'il faut être attentif. Pas attentif, mais il faut être à fond, à 100% dans l'expérience, mais s'écouter honnêtement aussi. Oui. Parce qu'il y en a qui sont à 100% dans une expérience qui essaient de créer. Ils veulent pas vivre l'expérience qui existe, ils créent. Ils sont dans une histoire. C'est ça, ils veulent changer un peu l'expérience, veulent que ça soit différent, ils veulent ou que ça tombe en amour avec l'image de ce que la personne pourrait être ou pourrait devenir, donc elle tombe dans une illusion de OK, elle a tellement de potentiel qu'un moment donné ça va être ça, un moment donné ça va être ça. Mais c'est quoi l'expérience que tu vis? Ben je suis pas heureuse, ils me respectent pas, puis je suis pas bien, puis c'est ça l'expérience, mettons. Ben je pense que c'est ça, il faut s'écouter à 100% quand même dans l'expérience. Ouais. Le monde du potentiel est infini. Si tu parles de oui, peut-être qu'un jour il va être potentiellement comme ça. Mm-hmm. Oui, tout comme un jour, il pourrait se transformer en alien. Un jour, il pourrait décider de quitter sa job et devenir je sais pas quoi. Le monde du potentiel est infini. C'est ça. C'est exactement. C'est cool d'avoir un potentiel et d'avoir comme une inspiration, mais il faut que ça parte de s'il changerait jamais dans sa vie, est-ce que je le choisis quand même? Oh, c'est bon ça. Et si je le prends comme il est en ce moment, c'est qu'il change jamais. Ou alors s'il est en ce moment dans un processus où lui-même il change, donc s'il continuait de changer à cette évolution-là, mais sans jamais faire de plus ou de moins,
Si on continuait comme on continue là, est-ce que... J'en Ouais. sais rien, ouais. Puis je pense qu'il faut se calmer aussi de est-ce que je le garderais, tu sais. Comme tu as dit tantôt, on n'a pas de perspective de l'avenir, de est-ce que ça va être le bon gars ou la bonne fille pour moi toute ma vie, tu sais, puis est-ce que ça Mm. va marcher dans 10 ans ou tu sais, c'est la même chose que mon expérience de je sens qu'il faut que j'aille vers cette business-là ou vers cette action-là, même si pas à 100%, mais je sens qu'il faut que je le fasse, même si j'ai un doute puis je sais pas à 100% c'est quoi mon chemin, je dois le Ouais. faire. C'est un peu ça aussi en relation, je pense. Si en ce moment tu le sens, même si tu n'as pas de confirmation que ça va être la femme ou l'homme de ta vie au complet, je pense que là, il y a quelque chose à t'apporter, cette personne-là, s'il y a un mouvement vers, Ouais. puis l'expérience que tu vis, elle te colle à toi, tu sais. Absolument. Si tu t'arrêtes à cause d'une perspective de dans 10 ans, ça va être quoi, ou je le sais pas, je doute. Il y a Ouais. un doute qui est bon, mais il y a un doute qui vient te geler, puis finalement faire que, Ou selon même moi, c'est s'il pas la dit que bonne. moi, je cherche pas du long terme, fait que là, c'est comme, fait que ça sert à rien. Ouais, Non, ça sert abandon. pas à rien. C'est ça. Parce que peut-être que justement, à t'investir à 100%, il va découvrir que t'es la femme de sa vie et puis il va switch dans sa tête à dire finalement, c'est du long terme que je veux. Mhm, mhm. Fait que, pour moi, c'est l'idée peut-être dans tout ça, la distinction importante, c'est est-ce que et où est-ce que tu as des attachements? Parce que si j'ai aucun attachement, ça veut dire que je suis dans le moment présent. C'est la définition de pas avoir des attachements, c'est que tu es en acceptation totale de tout ce qui se passe, mais tu peux avoir une préférence. Selon Don Miguel Ruiz, dans son livre Les 5 niveaux d'attachement, la préférence, c'est le deuxième niveau d'attachement. Le premier niveau d'attachement, c'est d'avoir aucun attachement, c'est que peu importe ce qui se passe dans la vie, peu importe, je suis juste je suis personne en fait. Je flow avec le flow. Mais moi, j'essaie plus de viser le deuxième niveau, qui est d'avoir des préférences. Préférence, c'est que je peux choisir de m'attacher, et quand je vois que c'est plus adapté, je m'en détache. Mhm. Et puis, je vais naviguer entre le 2 et le 3. Le 3, c'est l'identification, où vraiment, je commence à intégrer ça en moi. Mais ça devient plus dur de s'en détacher, mais c'est encore à portée. Mhm. Niveau 4 et niveau 5, là, c'est plus c'est la connaissance qui te contrôle. Mais ouais, c'est dans ces choses-là, de vivre mon couple sans avoir un attachement sur le potentiel ou sur le plus tard ou sur le fait qu'on va peut-être se séparer dans 3 mois. C'est comme, même si on devait se séparer dans 3 mois, si on vit ça à 100% et qu'on est là ensemble et que ça marche pour nous en ce moment, peu importe ce qui se passe dans 3 mois, la vérité, c'est que ça marche pour nous en ce moment. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est à vivre. Exact. Parce que je suis sûr que toi aussi, chaque relation que j'ai vécue m'a enseigné des choses incroyables, puis m'a fait que les relations que je vis aujourd'hui sont plus centrées sur ce que je veux vraiment. Puis Ouais. tu sais, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à connaître qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aimais pas. Puis je me suis développé dans ces relations-là que si je les aurais poussées ou mis de côté parce que je doute que c'est la bonne pour la vie ou des choses comme ça, j'aurais passé à côté de l'enseignement que j'ai eu, tu sais. On apprend tout de ce qu'on fait, veut pas. Fait que c'est une expérience que je regrette pas du tout d'avoir vécu. Là, on pourrait aller toucher la fondation de ce qui fait qu'une personne guérit, le healing, le processus de guérison. C'est pas... parce que, bon, souvent, en relation, on va aller faire émerger toutes les blessures qu'on a en nous. Surtout quand on est avec une personne qui est magiquement compatible avec nos blessures et qui va aller nous trigger. Et puis, ben là, moi, c'est ce que vraiment j'ai appris à Bali. Là. Pas à Bali, mais au Népal, parce que j'ai rencontré mon ex à Vipassana, justement. OK. À la fin de Vipassana, on s'est parlé un petit peu. Puis après ça, on est resté comme frères et sœurs pendant 1 mois. Puis après, il s'est passé des choses qui fait qu'on a commencé à être ensemble. Mais elle allait vraiment comme trigger, comme faire réveiller des blessures en moi. Et au début, j'avais ce comportement hyper toxique de dire que c'est parce qu'elle est toute fucked up. Ben, je disais pas ça, mais tu sais, c'était vraiment... C'est un moyen de défense. Elle avait beaucoup de blessures et donc beaucoup de choses que je faisais qui étaient pas un problème, elle, ça la faisait réagir. Et moi, je réagissais, ma blessure, c'était qu'elle était blessée. C'était parce qu'elle avait des comportements, du coup, qui me rejetaient et que moi, c'était le rejet. Donc, mon comportement qui me semblait normal la blessait et sa blessure me rejetait, qui allumait mes blessures de rejet. Fait que pour moi, j'étais blessé à cause d'elle et elle était blessée à cause d'un comportement que je considérais normal. Fait que c'était elle le problème. Mais c'est peut-être juste que je suis pas allé chercher assez loin. Parce que peut-être que mon comportement normal, qui ne lui plaisait pas, était une réaction à son comportement,
qui peut-être, elle, était une réaction à quelque chose que j'avais fait le jour d'avant. La cause, on la connaît jamais vraiment. Fait que c'est là où c'est très important de prendre ses responsabilités et d'arrêter de pointer l'autre du doigt. Et c'est là où j'ai appris à être un meilleur ami avec mes blessures. Quand la personne me blesse, je lui dis merci. Merci d'avoir fait éveiller ça en moi et de me permettre de me rendre compte qu'il y avait ça qui n'était pas réglé, qu'il y avait ça qui était à travailler. Exact, c'est une belle façon de voir ça. Je fais pareil avec les haters sur les réseaux sociaux. Quand je vois qu'il y a quelqu'un qui m'envoie du hate, à place de le prendre personnel, je me dis, j'ai trigger quelqu'un, parce qu'il prend le temps de venir m'écrire sa colère ou son hate, je me dis, ben, c'est quelque chose qui a été réveillé en lui, il veut pas. Là, fait que je donne la chance de se libérer de ça, là, de ce qui est venu réveiller. T'sais. Ça peut avoir l'air arrogant parfois si. J'y dis pas nécessairement, si, c'est plus pour moi, pour ok. pas que ça, pour pas le C'est prendre pour toi personnel tout le rester temps. dans. Ouais. Je fais comme, ok, moi, j'ai fait de mon rôle, j'ai aidé cette personne-là peut-être à s'éveiller, veut Ouais. pas. Parce que, en tout cas, c'est de la façon que je fais ça. Sam, on pourrait discuter de tous ces sujets-là sans fin. On aurait des centaines d'heures d'épisodes si on veut. Puis peut-être que dans le futur, tu seras de retour à l'épisode, au podcast. J'aimerais ça. Mais merci d'avoir été là. Merci de nous avoir partagé ton expérience, d'avoir partagé ce que tu sais, tes connaissances. Si on veut te rejoindre, si on veut en avoir plus de Sam, Denis, comment qu'on fait? Ce serait soit sur TikTok, Samuel Denis Tep, ou sur Instagram, il me semble que j'ai laissé le même nom. Mais et puis sinon, oui, c'est pas mal ça. Okay. TikTok, Instagram, c'est là où je suis actif. Je partage un petit peu de vidéos aussi de l'Université Toltec sur TikTok, fait qu'on peut aller voir des extraits, puis comme le principal des lives qu'on fait, je le partage gratuitement sur TikTok parce que la connaissance, pour moi, ça n'a pas vraiment de grande valeur. C'est plus où et quand et comment la mettre en pratique et l'accompagnement qui, lui, a de la valeur. Avec, il y a plein, je pense que je suis rendu à au-dessus de 2500 vidéos sur TikTok. Là. Ouais. Puis c'est des bons vidéos. Pour vrai, tu vas quand même profondément dans certains sujets. J'ai fait certaines prises de conscience ou certains raisonnements grâce à tes vidéos. Donc, je le recommande aux autres, honnêtement. Merci beaucoup. Puis voilà, merci encore d'avoir été présent. Puis je te souhaite une belle journée. Un plaisir. Merci beaucoup.